Bonjour à tous. Pour finir cette journée, je vous propose donc une table ronde avec les différents acteurs de la coopération en Méditerranée. Donc une réflexion collective qui, j'espère, reprendra beaucoup d'éléments qui ont été dits jusqu'à présent et qui va essayer de porter sur la question de quelle coopération sur la qualité de l'air en Méditerranée aujourd'hui. Alors, pour cela, je vais faire une rapide introduction, juste partir de cette peinture donc de Claude Monet de Londres à la fin du 19e siècle. Alors là, je voudrais dire trois choses à partir de cette image assez frappante. C'est l'idée que, la qualité, la pollution de l'air, c'est un problème qui, à la fois, qui date des premiers temps de la révolution industrielle, qui, je dirais, a atteint dans une ville comme Londres, très proche de nous, des niveaux qui sont supérieurs à ce qu'elle est aujourd'hui. On peut se rappeler l'épisode de 1952, décembre 1952, où il y a eu plusieurs milliers de personnes qui étaient décédées en quelques jours. Alors, je dirais que voilà, c'est vraiment une image qui est très frappante et qui nous montre comment la pollution de l'air est, je dirais, historiquement, une des premières préoccupations environnementales qui émergent dès les premiers temps de la révolution industrielle en Europe. Avec, dès le milieu et la fin du 19e siècle, des voix qui s'élèvent pour je dirais, dénoncer l'atteinte à la salubrité et les conséquences sanitaires de cette dégradation. Alors aujourd'hui, se sont ajoutées à ces préoccupations qui sont toujours présentes, on le verra, des préoccupations concernant l'impact économique de la pollution atmosphérique. C'est ce qui nous a été rappelé ce matin par la présentation d'Olivier Chanel du CNRS. Alors, la deuxième idée auquel me renvoie ce tableau, c'est l'idée de la réversibilité, puisqu'évidemment, ceux qui ont été à Londres ces derniers temps savent bien que ce smog, ce niveau en tout cas des pollutions n'est plus de mise. Et donc, pour moi, ce que ça dit, c'est que il y a bien une capacité de l'action publique à restaurer la qualité de l'air. Et ça, je pense que c'est important qu'on ait à l'esprit on l'a vu au cours de toute la journée, mais quand même de se rappeler qu'on est à la fois face à un problème très lourd, avec des impacts très, très, très graves, mais qu'on est quand même dans un champ où l'action publique a une capacité restauratrice, a une capacité d'amélioration de la situation. Et la troisième idée que m'évoque ce tableau, c'est que ça nous donne une certaine photographie aussi des rapports nord-sud. Puisque là, on est à Londres, donc une ville plutôt du nord de l'Europe. C'est bien dans ces villes du nord de l'Europe que prévalaient les grandes pollutions au début de la révolution industrielle jusqu'à la moitié jusqu'à nos jours, presque jusqu'à la moitié du XXe siècle, tandis que le sud et la Méditerranée jouissaient d'un air encore pur, qui était air pur, qui était d'ailleurs une ressource essentielle de son développement touristique, puisque c'est en part avec le soleil, c'est aussi l'air pur que les gens venaient chercher les gens du nord de l'Europe venaient chercher sur les bords de la Méditerranée. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait on peut parler d'un basculement, en tout cas au niveau des représentations. Donc voilà, une photo d'Istanbul qui, aujourd'hui, comme de nombreuses métropoles méditerranéennes, subit une pollution atmosphérique massive. Alors là, j'ai Istanbul, j'ai Athènes, je crois, c'est difficile de voir. C'est Athènes, c'est le Caire. Alors, évidemment, cette pollution des métropoles méditerranéennes, cette pollution de l'air dans les métropoles méditerranéennes, elle a des facteurs, je dirais, territoriaux, d'une certaine manière, locaux, qui sont inhérents au développement urbain très important que connaît la zone depuis quelques décennies. Et pour les décennies à venir, comme nous le rappelle cette carte éditée par le Plan Bleu dans son rapport sur le développement durable en Méditerranée,
édité en 2009. Nous, on voit effectivement la progression quasi exponentielle des 30 dernières années et pour les 2 décennies à venir de la population urbaine. Par ailleurs, on peut aussi, et les différentes présentations qui ont eu lieu au cours de la journée, notamment ce matin, identifier des zones, on va dire, des facteurs et des causes transnationales, avec à la fois les poussières désertiques et autres facteurs naturels étudiés et mis en lumière dans le cadre du projet Charmex, mais aussi, on peut aussi parler de facteurs économiques transnationaux comme le transport maritime, comme il a été, comme Alexandre Armingaud l'a montré lors de la table ronde précédente. Voilà une carte qui montre effectivement les rails de transport maritime, facteurs d'émissions qui ensuite vont se disperser dans l'ensemble de la zone méditerranéenne, en tout cas concerner différents pays de la zone. Donc, je dirais ce petit préambule pour montrer pourquoi il y a il y a un besoin de coopération. Ça a été dit dès la vidéo de ce matin par Nicolas Marchand. Il y a un besoin de coopération entre territoires, entre acteurs publics, déjà pour améliorer le niveau de connaissance sur, je dirais, la pollution atmosphérique en Méditerranée, sur les niveaux de pollution selon les différents polluants, les polluants faisant l'objet de réglementation et de normes sont bien connus, mais on voit que derrière ces polluants, il y a des processus chimiques complexes. Il y a aussi des particules ultra fines qu'il s'agit de mieux connaître dans leur composition et aussi dans leur niveau de concentration. Et puis il s'agit aussi bien sûr de coopérer pour échanger des savoir-faire, des bonnes pratiques sur la surveillance de la qualité de l'air, sur la gouvernance de celle-ci et sur les politiques publiques intégrées qui permettent de lutter contre la pollution atmosphérique. Un mot pour dire que dans le cadre du projet gouvernance, on a pu identifier combien ça a été dit dans pas mal d'interventions, mais combien le modèle français de surveillance de la qualité de l'air est un modèle spécifique en ce qu'il est fondé sur la distinction et la séparation entre l'expertise et la décision, ce qui n'est pas le cas, on l'a vu dans d'autres pays de la Méditerranée, à commencer par l'Italie ou l'Espagne, où ce sont les collectivités régionales souvent qui ont la responsabilité de la surveillance et aussi, évidemment de certaines décisions concernant ensuite des réglementations qui impactent la pollution. Donc il y a un besoin de coopération pour connaître, mais aussi pour imaginer et pour expérimenter, pour reprendre les mots de José Cambou ce matin. Alors, pour ce faire, quels outils ? Alors, pour monter des projets de coopération, eh bien, il faut des programmes. Il faut des programmes de coopération, et c'est pour ça que je vous propose, pour conclure cette journée, une rencontre, si j'ose dire, avec le monde et les acteurs de la coopération dont certains sont représentés et nous ont fait le plaisir et l'amitié de venir. Alors, il existe une grande diversité de programmes qui sont potentiellement éligibles pour les acteurs de la qualité de l'air en Méditerranée et pour entamer la discussion de manière un peu ciblée, nous avons choisi de réduire le cercle à un nombre plus réduit, pas forcément représentatif de l'ensemble des programmes européens, par exemple, qui existent, puisqu'on peut citer, à côté des programmes MED et UEVP qui sont présents ici, les programmes LIFE, les programmes LEADER, les programmes de recherche Horizon 2020, les programmes Intelligent Energy, les programmes Alpine et Alcotra. Enfin, il y a une grande diversité, et évidemment qui ne sont pas tous présents ici pour des raisons évidentes de communication, de bonne communication. Alors, voilà, donc moi je vous propose de faire le point sur deux programmes européens principalement, qui sont le programme donc, de voisinage, le programme de coopération transfrontalier méditerranéen de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, et le programme MED qui, on le verra, finance déjà des projets portant sur la qualité de l'air. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples à travers les logos qui sont ici collés sur cette diapositive. Mais
je dirais, en amont de ces projets, il est important aussi de connaître un petit peu les besoins qui peuvent être identifiés en matière de coopération. Alors, j'avais aussi, excusez-moi, une slide pour dire que non, voilà, c'était pour dire que ce sont les projets de coopération. C'était aussi un petit mot pour mentionner le fait que ce sont des projets qui ont qui ont beaucoup de, je dirais, pour les professionnels de la coopération et des programmes européens, ont beaucoup d'avantages. C'est qu'ils sont des projets qui sont très concrets, qui sont durables, puisqu'ils reposent sur des acteurs qui sont bien établis et avec des réseaux de surveillance qui préexistent et qui ont une forte visibilité. Là, je vous ai mis une coupure de la Provence sur les résultats d'un projet Alcotra et une expérience menée notamment par l'association RPACA. Donc, pour dire que ce sont voilà, il y a une visibilité assez importante de ces projets. Alors, c'est pour ça que pour discuter de tout ça, je vous propose les intervenants, de discuter avec les intervenants qui sont ici présents autour de la table, à commencer par Monsieur Hervé Lévite, donc de la Banque mondiale et plus précisément de son bureau de Marseille et plus précisément du Centre méditerranéen pour l'intégration. Alors ensuite, nous écouterons Monsieur Curcio Cervelli du programme MED et du secrétariat technique du conjoint du programme MED. Il y aura Patricia Dibiaz du Conseil régional et point de contact national pour le programme de voisinage et de coopération transnationale de l'instrument de voisinage. Et Monsieur Abderrafi El Alaoui de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai tronqué le nom de votre institution, c'est la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Alors, je vais me corriger parce qu'en fait, je propose de donner la parole à Monsieur Lévite, ensuite à Monsieur El Alaoui, pour ensuite en venir, je dirais, au programme proprement dit, pour qu'on ait d'abord, je dirais, un petit aperçu et un panorama des besoins émergents d'une part de la vision d'une organisation comme la Banque mondiale et ensuite d'un acteur de la coopération au sud comme la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Voilà. Hervé, Merci beaucoup. Donc, en préalable, je dois me présenter. Je ne suis pas un agent de la Banque mondiale, mais je suis mis à disposition par le ministère français de l'écologie dans un centre qui est basé à Marseille, que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle ce Centre méditerranéen de l'intégration, pour l'intégration, qui a été créé en 2009 par le gouvernement français et à travers une association, en quelque sorte, entre plusieurs partenaires et notamment 5 pays de la rive sud de la Méditerranée. Je les cite, c'est principalement le Maroc comme géant de notre association, je dois dire, ainsi que l'Égypte, et puis 3 autres pays un petit peu moins importants, bien qu'ils soient importants dans notre cœur, c'est la Tunisie, la Jordanie et le Liban. Et ces 5 pays se sont un peu mis d'accord avec le gouvernement français et plusieurs bailleurs de fonds, plusieurs autres grands partenaires au développement, que sont la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement et maintenant la coopération allemande, la GIZ, pour travailler ensemble sur une plateforme originale qui permet d'accueillir en quelque sorte des techniciens et des politiques ici à Marseille et lancer des dialogues, lancer des discussions afin d'aller vers le sens de l'intégration, c'est-à-dire d'harmonisation de politiques publiques, de mutualisation d'efforts et de recherche de solutions régionales à des problèmes de développement économique en général, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient liés à l'éducation ou, en ce qui me concerne, aux questions d'environnement. Donc c'est un centre récent. C'est quelque chose qui accompagne un petit peu aussi ce que vous connaissez, basé à Barcelone, l'Union pour la Méditerranée, qui a un peu les mêmes objectifs, mais avec des moyens d'un autre ordre. Et ces moyens consistent à faire discuter entre eux ces politiques, en quelque sorte, en présence de bailleurs de fonds capables de fournir donc des moyens conséquents pour des réformes ou des infrastructures.
Alors, je ne suis pas un spécialiste du tout de ces questions de qualité de l'air, mais les présentations de ce matin m'ont vraiment passionné. Et j'ai entendu aussi, de la part d'un certain nombre de partenaires de Sud, une sorte d'appel, que ce soit nos partenaires, nos collègues de Tunisie ou du Maroc. Bien entendu, il y a une avance considérable en Europe, dans les villes et les régions du nord de l'Europe. Enfin du nord de l'Europe, de la rive nord de la Méditerranée. Et je pense que cette question qui est proposée dans cette table ronde, de voir comment coopérer entre le nord et le sud, ça nous paraît absolument essentiel. Alors j'ai simplement 3 éléments à fournir concernant la qualité de l'air. D'abord, je dois parler d'un travail qui a été mené en particulier par la Banque mondiale, mais aussi avec l'Union européenne, qui s'appelait le METAP, et qui a consisté à essayer de chiffrer la dégradation environnementale, le coût de la dégradation environnementale dans la région Méditerranée. Donc ça, c'est les années 2000 jusqu'à 2006. Et je dois citer une auteure qui est à la Banque mondiale maintenant, Maria Sarraf, qui est libanaise d'origine, et un chercheur qui s'appelle Cherif Arif, d'origine égyptienne, qui ont beaucoup travaillé à faire progresser donc les méthodes pour qualifier et calculer ces coûts de dégradation. Et cela a donné des chiffres absolument intéressants. Ça a montré l'ampleur de ces coûts de dégradation. Et en ce qui concerne la pollution de l'air, il semble que les coûts de dégradation dès cette période, dans les années 2000, étaient absolument considérables, représentaient à peu près la moitié des coûts de dégradation de l'environnement. Pour un pays comme la Jordanie, sur lequel il y a eu une étude assez détaillée, dans les années 2000, les chiffres atteignent 160 millions de dollars, soit plus de 1% du PIB. On a aussi étudié dès cette période les questions qui ont été décrites bien mieux ce matin, bien entendu, par les chercheurs, les épidémiologistes, mais les économistes de la Banque mondiale avaient évalué, dans le cas du Caire, en 2002, 19 000 morts prématurées liées à la pollution de l'air et 64 000 maladies respiratoires chroniques. Malheureusement, ces travaux, datant des années 2000, en fait, ont eu très peu d'impact politique, en tout cas pas suffisamment pour vraiment mobiliser les décideurs qui, en plein développement économique, avaient sans doute aussi d'autres préoccupations, de faire tourner leur moteur économique avant de regarder ces questions environnementales. Un petit peu plus tard, grâce à Gilles Pipien, qui a présenté ce matin la première... les conclusions de la première table ronde de manière très, très efficace. Gilles Pipien travaillait donc dans ce centre CMI et il a mené avec différents partenaires de la région, notamment le Plan Bleu, mais aussi avec les partenaires financiers que sont la BEI, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, l'AFD, un travail collaboratif intéressant qui s'est traduit par un rapport que je vous présente ici, mais que vous avez peut-être eu l'occasion de voir présenter ici à Marseille. C'est un travail de plaidoyer pour dire aux pays du sud de la Méditerranée, choisissez la voie de la croissance verte, parce que vous avez tout à y gagner. Et dans ce plaidoyer, donc, qui était vraiment appuyé par aussi des témoignages dans les pays et un travail d'économistes du réseau que vous devez connaître, qui s'appelle le FEMIS, le Forum d'économistes méditerranéens, qui est ici à Marseille. Ce travail sérieux mettait la qualité de l'air comme une finalement action prioritaire à mener pour avoir des résultats très importants en termes de ce qu'on appelle les co-bénéfices. Les co-bénéfices de mesures qui consistent, qui apportent en quelque sorte, en apportant simplement la santé aux concitoyens, on a des gains de productivité en matière de travail, et puis on fait des économies considérables en matière de soins de santé. Donc ce travail a eu plus d'impact. C'est le sentiment qu'on a eu. Elle a été présentée à plusieurs reprises dans les pays, et puis ici à Marseille. Et la façon dont les choses étaient présentées a été plus finalement dans l'esprit de solutions
à proposer au pays. Et surtout, en ce qui concerne la pollution de l'air, on ne leur a pas dit « vous allez perdre en ne prenant pas des mesures adéquates en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, mais vous allez avoir des bénéfices en termes de points de PIB qui sont chiffrables. Dans le cas de l'Égypte, de 1 à 5 points de PIB peuvent être gagnés en travaillant sur des mesures de contrôle de la pollution de l'air, donc c'est considérable. Des chiffres un petit peu moindres dans le cas de la Jordanie et de la Tunisie, mais ça a amené, et Gilles en a parlé ce matin, probablement à une ville comme Le Caire à prendre des mesures radicales, dans l'exemple qu'il prenait, sur la mise aux normes des taxis du Caire. Toujours est-il que cette question donc, devient maintenant, dans les années 2010, un petit peu centrale pour des acteurs comme la Banque mondiale. Je dois citer un rapport qui vient de sortir en juin 2014, que vous pourrez peut-être avoir l'occasion de voir sur le site de la Banque mondiale. C'est une sorte de mea culpa des actions de la Banque mondiale depuis une dizaine d'années. Le rapport s'intitule « Investir dans l'air pur et pour avoir c'est ma traduction, des poumons en bonne santé chez vos concitoyens ». Comment revoir en quelque sorte l'approche de la Banque mondiale dans ses projets en matière de qualité de l'air. Les grandes conclusions qu'on peut lire à travers ce rapport donc très récent, qui a analysé des grands projets d'investissement depuis 2008. 83 grands projets ont été étudiés. C'était des projets essentiellement, très variés en termes de domaine d'intervention, mais ces projets étaient censés avoir un potentiel de réduction de la qualité de l'air important. Or, il est apparu dans les analyses que seulement 40% de ces projets incluaient des mesures de contrôle de la qualité de l'air. Donc tout cela n'était pas très sérieux, bien entendu, et ce rapport conclut, en reprenant tout ce qu'on a entendu ce matin, le frein considérable de ce domaine de qualité de l'air, de la mauvaise qualité de l'air en termes de développement économique. Le rapport conclut sur un certain nombre d'efforts à mener en priorité dans les pays du Sud essentiellement. Le premier, c'est de mettre en place des systèmes de monitoring de la qualité. La mise en place également de standards nationaux qui n'existent pas pour l'instant, qu'il est nécessaire de positionner fortement. Et puis, bien sûr, le développement de capacités techniques à mettre en œuvre. Et là, finalement, ce qu'on a entendu aussi ce matin, c'est un appel pour des échanges et un renforcement des capacités des pays du Sud. Je dois terminer par expliquer quand même qu'il existe maintenant des instruments. Les différents bailleurs de fonds ont leurs propres instruments, mais à la Banque mondiale, il existe un instrument important que le Maroc a récemment utilisé, qui s'appelle le Development Policy Loan, un prêt pour développer des politiques environnementales qui peut atteindre des montants très importants dans des conditions intéressantes. Et je vous invite pour les pays qui seraient intéressés à, en quelque sorte, contacter les agences de la Banque mondiale pour voir s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de tels instruments pour aller dans cette voie de développement de capacités. Alors je terminerai par notre centre, le CMI, qui est ici à la Villa Valmer, soutenu par la mairie de Marseille, maintenant par la région PACA également, et qui veut être un espace de dialogue sur ces questions techniques et politiques. Le but étant de convaincre notamment les ministères des Finances de s'engager dans les bonnes voies en termes de développement de mesures environnementales liées à des développements économiques. En fait, le message de notre institution est un message d'ouverture pour la création d'espaces de dialogue et pour éventuellement provoquer en 2015 ou en 2016 un événement spécifique qui amènerait les pays de la rive nord et de la rive sud à échanger et à voir dans quelle mesure on peut monter une opération commune.
Voilà, j'en terminerai là. Je vous remercie. Monsieur El Alaoui, à vous la parole. Alors, ce n'est pas les bons messages à la régie. Il faudrait mettre la présentation de Monsieur El Alaoui de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Je m'appelle El Haloui Abdelrafi. Je suis à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement en tant que conseiller. Et je vais vous parler de l'expérience de cette jeune fondation qui est présidée par Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna, qui est la sœur du roi. Alors, c'est une ONG reconnue d'utilité publique créée par Sa Majesté en 2001. Et puis, la présidence effective de cette fondation, c'est Son Altesse Royale la Princesse Leila Hasna. Alors, la mission principale, c'est avant tout, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement en tant que projet sociétal à travers une démarche fédératrice impliquant tous les acteurs potentiels. C'est la mission numéro 1. Alors, en termes de stratégie, il y a des piliers. Et les principaux piliers, il s'agit du partage de l'engagement avec l'ensemble des acteurs. Il y a le développement durable et l'éducation et l'implication des jeunes. Alors, il y a le côté partenariat, à l'échelle nationale, mise en place différentes actions. Et puis, à l'échelle internationale, positionnement de la Fondation au niveau international en tant que référence en termes de sensibilisation, éducation à l'environnement et développement durable. Alors, nous avons actuellement la Fondation à 70 partenaires nationaux et puis 15 partenaires internationaux. Alors, l'approche globale, c'est fédéré, etc. La mission, si vous voulez, c'est le cercle un petit peu des différentes actions. Les programmes de la Fondation sont d'abord, il y a les domaines d'intervention, il y a 6 domaines d'intervention, l'éducation à l'environnement, la sauvegarde du littoral, le tourisme responsable, l'air et le climat, ce qui nous concerne et qui va faire l'objet de mon intervention, la restauration des jardins et des parcs historiques et la restauration des palmeraies. Au niveau des programmes, nous avons un certain nombre de programmes. Si nous prenons l'éducation à l'environnement, il y a un programme très important, c'est celui des éco-écoles. Et actuellement, il y a des centaines d'écoles, il y a à peu près 600 écoles où il y a les éco-écoles. Alors, pour donner un peu l'histoire, c'est qu'en 2002, on a été déjà membre en 2001, la Fondation a été créée, et en 2002, on a fait partie de l'AFI, la Fondation pour l'éducation à l'environnement. Et on a été le 27e pays, disons, à travers la Fondation, à adhérer à cette fondation dont le siège est à Copenhague. Il y avait les 25 pays européens, il y avait le 26e pays, c'était l'Afrique du Sud, et puis le Maroc, à travers la Fondation, était le 27e pays à être membre de cette fondation qui est maintenant, qui n'est plus à l'échelle seulement européenne, mais qui est à l'échelle internationale. Si vous permettez, donc, en ce qui concerne la sensibilisation, justement, l'éducation à l'environnement, les programmes les plus importants, c'est les éco-écoles, les jeunes reporters pour l'environnement et renforcement des capacités des jeunes, et puis les chemins pédagogiques. Donc, les éco-écoles, on fait participer à un concours annuel des centaines d'écoles à travers le royaume. Et il y a un prix à la fin. Et puis, à travers ça, nous avons le pavillon vert qui est affecté par la FI, qui est à l'échelle internationale. Nous avons aussi les jeunes reporters, si vous voulez, c'est des reportages, c'est des journalistes
c'est des élèves qui sont en même temps journalistes et qui traitent des problèmes, la problématique sur place, locale, des problèmes d'environnement qu'ils vivent. Alors, je passe directement. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de domaines où on intervient. Là, les labels, on a le label pavillon vert, par exemple, pour l'éducation à l'environnement. Pour le littoral, on trouve le pavillon bleu, notamment, qui est le label de la FI. Pour le tourisme responsable, on a le label clé verte et le pavillon bleu. Et pour la qualité de l'air, nous avons la compensation volontaire carbone et les éco-entreprises. Alors, pour la qualité de l'air, si vous permettez, c'est qu'en 2002, déjà, dès la création de la Fondation, il y a eu quelque chose de très important, c'est que Son Altesse Royale a dit le souci premier et important, c'est celui de l'impact de la qualité de l'air sur la santé. Donc, sur cet aspect-là, il y a eu donc des études épidémiologiques fin des années 90, dans lesquelles il y a eu une étude à Casablanca, une à Mohamedia, qui a montré qu'il y a effectivement un problème c'est-à-dire la corrélation entre la qualité de l'air et la santé. Et je vais vous en parler à la fin de mon intervention pour vous dire qu'on est allé un peu loin au niveau d'études éco-épidémiologiques de l'impact de la qualité de l'air sur la santé. Alors, il y a eu une première démarche, c'est qu'on a fait une opération qui a été initiée par la Fondation. C'est l'axe entre Kénitra et El Jadida. C'est un axe où il y a à peu près 6 ou 7 villes dans lesquelles il y a la ville de Rabat et la ville de Casablanca, mais il y a aussi la ville de Kénitra, la ville d'El Jadida, etc. Donc, c'est l'axe où il y a une très forte population, une très forte urbanisation et l'industrialisation. Il y a plus de 50% des industries qui sont installées dans cet axe à peu près qui est de 200 km à peu près, qui est dans le littoral, et, au niveau de l'océan Atlantique. Donc, si vous voulez, il y a eu cette opération qu'on a fait entre Kénitra et Casablanca. C'est une vaste campagne de contrôle de gaz d'échappement à travers ces villes-là. Nous avons, pour faire ça, il y a eu une formation initiale d'abord pour aussi bien les contrôleurs, les agents de sécurité, la gendarmerie. Il y a eu aussi les garagistes qui vont intervenir pour disons, intervenir au niveau du diesel surtout. Et on leur a donné des instruments pour mesurer les gaz d'échappement. Il y a eu à peu près une centaine de milliers de véhicules qui ont été contrôlés. Et on a retiré un ticket de contrôle dans lequel on a marqué le taux de CO, d'oxyde de carbone ou de poussière, de fumée noire, si vous voulez, au niveau d'opacité, si vous voulez, au niveau de l'essence, des véhicules à essence. Donc, cette opération a été extrêmement importante et elle a montré quand même que parce que nous avons un décret, nous avons travaillé beaucoup, enfin, le Maroc a travaillé énormément ces 10 dernières années sur l'aspect législatif et réglementaire, ce qui fait qu'il y a des normes marocaines d'indicateurs au niveau des principaux polluants. Il y a beaucoup de lois qui sont sorties. Il y a maintenant des décrets qui sont sortis ou qui sont en train de sortir pour renforcer l'arsenal juridique et réglementaire. Il y a, ce qui est très important, c'est qu'en 2002, il y a sur l'initiation de la Fondation, il y a eu, au Maroc, il y a au niveau du carburant, c'était un très grave problème qui se pose au niveau du carburant, c'est que le carburant d'avant des années 90, c'était le carburant de 10 000 ppm au niveau du SO2, ce qui est quelque chose de très élevé. Et ça, ce n'est pas spécifique au Maroc, c'est même à l'échelle mondiale. Actuellement, pour vous dire un exemple, c'est qu'à l'échelle africaine, il y a 2 pays qui ont le 50 ppm. C'est le Maroc et la Tunisie.
Même l'Afrique du Sud, etc., ils ont entre 200 et 300 ppm dans le carburant. Donc, nous sommes les deux pays qui avons initié et, insisté pour qu'il y ait d'abord une introduction dès 2002 du 350 ppm, et puis par la suite, qui est le précurseur du 50 ppm qui a été mis en œuvre en 2009 et qui a été généralisé. Alors, à part, je vous le dis, si on voit la carte mondiale, on voit l'Europe, on voit les États-Unis, on voit, si vous voulez, et puis l'Australie. À part ça, tous les autres pays, même la Russie, même tous ces pays-là, ils ont un ppm, c'est-à-dire de dioxyde de soufre, qui est supérieur à 150 à 200. Même les pays du Golfe qui sont censés être riches, ils ont, si vous voulez, la qualité du carburant n'est pas au niveau de cet indicateur qui est la désulfurisation, etc. Pour arriver à, je sais qu'en France, vous avez le 10 ppm, et peut-être que vous allez encore aller plus loin à ce niveau-là, mais c'est extrêmement important. Pour vous, il y a le problème, vous avez résolu un grand problème, celui du soufre. D'ailleurs, vous avez enlevé même au niveau des analyseurs l'indicateur du SO2 parce que toutes les usines se sont équipées pour qu'il n'y ait pas de soufre au niveau des usines. Donc, au niveau du carburant, que ce soit au niveau des usines, donc vous avez enlevé même les analyseurs à ce niveau-là. Donc, il y a eu l'opération la plus importante, c'est celle c'est-à-dire que vous avez commencé à équiper à partir des années 70 à travers les ASCOA. Et le Maroc, il a jusqu'à fin des années 90, il n'y avait pas un réseau de surveillance de la qualité de l'air. Ce qu'a fait la Fondation, c'est qu'elle a pris l'initiative de commencer par installer un certain nombre de stations, notamment à Casablanca, à Rabat, et a acheté un laboratoire aussi, un laboratoire de qualité de l'air. Alors, ce qui se fait, c'est que tout ce travail-là est fait en partenariat avec aussi bien les acteurs institutionnels que les acteurs économiques. Quand je parle d'institutionnels, ils sont là d'ailleurs, c'est parce que nous travaillons en comité, qui est, disons, coordonné par la Fondation, où il y a les partenaires qui sont représentés, c'est la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, qui dépend du ministère de l'Intérieur, et elle intervient énormément pour, disons, pour soutenir financièrement la Fondation dans ses actions. Il y a le département de l'environnement, qui est le ministère, si vous voulez, de l'environnement. Il y a la DMN, qui est actuellement gestionnaire, la direction de la météo nationale, qui est gestionnaire actuellement du réseau. Et il y a ces les principaux. Évidemment, il y a l'éducation nationale, qui est un autre acteur dans le cadre de l'éducation, dans tous les programmes d'éducation à l'environnement. Pour vous dire que la Fondation a eu l'honneur d'organiser en juin 2013 le Congrès mondial pour l'éducation à l'environnement, le WIC 7, qui a été organisé à Marrakech avec 130 pays, avec 2500 participants à l'échelle internationale sur l'éducation à l'environnement et le développement durable. Au niveau actuellement, si vous permettez, j'avance, c'est la formation justement des gendarmes pour ce qui est de contrôle de la qualité de l'air. Ici, on voit justement les gendarmes qui sont en train de contrôler un taxi pour voir un petit peu quelle est la qualité le niveau de pollution au niveau des gaz d'échappement. Ici aussi, on a amené tous les centres de visite technique pour être équipés en matériel de contrôle des gaz d'échappement. Tout est à peu près, il y a 200 centres à l'échelle nationale et tous ils sont équipés par les contrôles des gaz d'échappement. Ici, on voit la formation des garagistes
justement pour intervenir quand il y a, parce que la plupart du temps, quelquefois, une mauvaise combustion, des problèmes au niveau du diesel qui posent problème et qui peuvent s'arranger quand on agit sur le diesel. Alors, le troisième, c'est zoom sur les actions de la qualité de l'air, on en a parlé. Maintenant, la Fondation a installé 13 stations de mesure de qualité de l'air, dont une à Casablanca, mais toutes les autres villes, pratiquement, il y a eu l'installation de stations. Par la suite, le département de l'environnement, aussi bien que la météo, ont installé 16 stations pour arriver actuellement à une trentaine de stations, avec 2 laboratoires mobiles. Et donc, la Fondation, chaque fois, elle initie et elle fait quelque chose de pilote pour que la reprise soit faite par les institutionnels, à savoir le développement le développement du réseau, parce que c'est un embryon de réseau et ce n'est pas suffisant, il faudrait multiplier les stations. Alors, ce qu'il y a de nouveau, si vous permettez. Alors, si vous permettez, ce qu'il y a de nouveau, c'est que actuellement, toutes ces actions, il faudrait, on a pensé à disons. D'accord. Alors, si vous permettez, on a pensé à des actions qui permettent d'être des outils d'aide à la décision au niveau de ceux qui décident. Et sur ce point-là, il y a eu déjà la météo a fait quelque chose, la DMN a fait quelque chose de très important, c'est qu'on est passé même au niveau de la modélisation par un modèle qui s'appelle UrbanAir, qui a été installé à Casablanca et qui permet c'est un système de haute définition pour faire des prévisions et pour suivre l'évolution de la qualité de l'air. Et il a été mis en place grâce à l'aide de la coopération française, avec aussi l'aide d'AirPACA qui a participé, avec Météo France qui a participé aussi à la mise en place de cet outil qui est extrêmement important et que maintenant Casablanca, elle est d'abord, il y a 13 stations de mesure de qualité de l'air à Casablanca, qui sont pratiquement par chaque préfecture, elle dispose de sa station. Donc, on maîtrise assez bien, disons, sur le plan mesure d'instrumentation. Nous avons tous les instruments actuellement pour pouvoir, disons, connaître assez de très près la qualité de l'air à Casablanca. Il y a, au niveau de la Fondation, ce qu'elle a fait, c'est que depuis 2 ans, nous menons une étude éco-épidémiologique c'est pour mettre en place, in fine, un dispositif d'aide à la décision. Alors, nous avons pris Casablanca et nous avons impliqué tous les partenaires du ministère de la Santé, tous les partenaires du ministère de la Santé pour faire une étude où il y a à peu près 30% des organes des départements de santé qui sont aussi bien les hôpitaux que les cliniques, donc les privés, aussi bien que le public, etc. C'est-à-dire que nous avons pratiquement, ce n'est pas un échantillonnage, mais 30% de la population qui a été concernée par cette étude éco-épidémiologique. Et le principal, c'est de sortir avec un dispositif de dire que si on a telle pollution, on aura tel nombre d'asthmatiques, et ce qui fait qu'on peut faire des projections par la suite. Alors, il y a autre chose qui est actuellement assez neuf chez nous, c'est au niveau de la Fondation, c'est qu'elle a commencé quand même à penser au changement climatique, dans le sens où il y a une compensation volontaire carbone
qui a été installé et même un outil de mesure et de cette compensation volontaire carbone qui est mise en place au niveau de la Fondation et qui permet à différents départements qui sont intéressés pour qu'on leur fasse le calcul et pour qu'ils puissent savoir la compensation. Alors, nous recevons quelques, disons, à travers ce travail de compensation volontaire carbone, nous recevons des fonds et avec des fonds, nous plantons des arbres, nous équipons les écoles qui sont dans la campagne avec les panneaux solaires, etc. Donc, je vous ai donné grosso modo l'ensemble disons, de l'intervention de la Fondation. Merci pour ce panorama d'un contexte national émergent et en même temps complet. Alors voilà, je vais donner la parole à Curtio puis à Patricia pour donner un peu la possibilité de présenter les programmes de coopération MED et ensuite IEV. Merci à vous. Oui, merci Vincent. Donc, je m'appelle Curtio Cervelli et je travaille au sein du programme MED. Donc, et merci beaucoup pour être encore ici avec nous à cette heure tardive. Rappelez-moi à l'ordre si je m'éloigne trop du temps dont je dispose, s'il vous plaît. Alors, je vais vous épargner les détails techniques du programme. Il y a un site internet qui est assez bien fait, www.programmed.eu. Il est mis à jour constamment, donc vous pouvez y rentrer et voir ce qu'on fait. D'ailleurs, vous avez déjà eu l'occasion de voir par la table ronde qui nous a précédé un exemple concret de ce que le programme MED peut financer, c'est-à-dire c'était le projet Caimans, qui est l'un des projets cofinancés par le programme MED. Le programme MED couvre toute la rive nord de la Méditerranée en allant du Portugal jusqu'à Chypre. Donc, il inclut les Balkans. On n'a pas d'ouverture officielle sur les pays tiers, que ce soit en dehors de l'Union européenne, toujours en Europe, ou alors dans le sud de la Méditerranée. Pour cela, ma collègue vous dira, il existe un autre programme qui va me suivre. Et très concrètement, j'entendais dans la table ronde précédemment la possibilité une fois j'entendais les autoroutes de la mer, là maintenant on pourrait dire les autoroutes de l'étang, peut-être, mais qu'est-ce qu'on pourrait financer sous le programme MED? Voilà, les mots-clés c'est transnational, c'est la transnationalité, c'est-à-dire c'est le partenariat, la coopération au niveau européen, voire extra-européen dans certains cas, avec d'autres pays, d'autres collectivités territoriales, associations, organismes étatiques, ONG, organismes internationaux, etc., qui s'occupent d'une problématique déterminée pour étudier d'un point de vue global, transversal à ces pays qui composeraient les partenariats, les solutions, les forces et faiblesses, etc., d'un problème donné. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la possibilité d'ouvrir des navettes maritimes sous l'étang de Berre, étant donné que la ville de Martigues, si j'ai bien compris, a déjà des études faites, pourrait être un cas de bonne pratique à transférer dans d'autres zones en Méditerranée qui auraient la même configuration géographique pour éviter que ce qui a été déjà étudié dans une ville ou dans une région ou dans un État se reproduisent avec des coûts supplémentaires ailleurs, c'est-à-dire la mise à disposition de certaines informations, certains documents pour la mise en pratique, la mise en œuvre concrète de cette idée. Donc Vincent, au début, quand il a commencé à nous présenter, il parlait que pour faire de la coopération, il faut des programmes. Moi, je rajouterais que pour faire de la coopération, il faut bien sûr des programmes, mais il faut surtout et aussi des projets et des partenaires. Donc, nous, le programme MED, comme tous les programmes qui s'occupent de la coopération territoriale, évidemment, restons à l'écoute de tout porteur de projets avec les caractéristiques données par les différents programmes,
pour vous aiguiller, vous orienter dans le cadre de la recherche des financements dont nous disposons. Le programme MED en soi, c'est un tout petit programme, mais bien que ce soit l'un des 3 plus gros programmes qui couvrent la Méditerranée, mais nous faisons concrètement, pour la prochaine programmation qui va de 2014 jusqu'à 2020, nous aurons un total 260 millions d'euros. Donc c'est tout petit, mais ça reste suffisamment grand pour certaines activités que nous appelons plutôt du soft. On ne fait pas de l'investissement lourd. Pour faire de l'investissement lourd, évidemment, il y a d'autres ressources. Nous sommes là plutôt pour supporter les idées pour des projets pilotes, pour la mise en réseau, surtout pour la transférabilité et capitalisation des résultats acquis. Donc nous sommes là pour stimuler essentiellement un effet levier et la mise à disposition, je disais, des collectivités territoriales, des ministères, associations, organismes régionaux, autorités portuaires, bien entendu, etc., pour qu'ils discutent, pour qu'ils traitent le problème d'un point de vue supranational. Parce que au niveau national, il existe déjà, et vous le savez mieux que moi, les structures appropriées. Ce qui manque en revanche, c'est la connaissance de l'expérience ailleurs pour éviter, d'une part, que les mêmes erreurs se répètent, et surtout pour éviter aussi d'investir des sommes d'argent conséquentes sur quelque chose qui est déjà connu. Cela veut dire aussi qu'on peut travailler aussi avec les pays du nord de l'Europe. Il y a eu une question, toujours à l'occasion de la table précédente, par rapport à l'expérience, la capacité législative, normative du Grand Port de Marseille vis-à-vis des ports danois. Ben, c'est aussi quelque chose qu'on peut étudier, vérifier dans le cadre d'un projet de coopération territoriale. Avec évidemment le respect des règles, comme je vous disais, imposées par les programmes. Il faut savoir que pour les programmes MED, nos ressources sont intégrées dans le cadre des fonds structurels qui représentent le 2e budget de l'Union européenne après la politique agricole. Mais donc c'est pour ça qu'il y a certaines limites, parce qu'elles sont réservées prioritairement aux pays de l'Union européenne. Mais cela n'empêche pas que, dans certains pourcentages, on puisse ouvrir le spectre, pas seulement à d'autres pays de l'Union européenne hors zone MED, mais aussi à des pays tiers en dehors des frontières de l'Union européenne tout court. Donc moi, pour le moment, je pense que je peux m'arrêter là. Vraiment, je vous invite à aller sur les sites. Il y a tous les contacts du secrétariat. Le secrétariat dont je fais partie est hébergé par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous sommes ici à Marseille. Si quelqu'un parmi vous souhaite nous rencontrer, il suffit de nous écrire ou de nous contacter par téléphone. Nous restons à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Curcio, pour cette présentation rapide et en même temps très claire. Pour aller dans ton sens, je dirais que nous, à la Vitem, qui connaissons assez bien les programmes comme le programme MED, je pense que tu parlais de soft pour caractériser le type d'actions qui sont privilégiées, financées de manière privilégiée par le programme MED. Je dirais que oui, soft, c'est-à-dire que c'est un très bon outil pour travailler sur un des enjeux essentiel qui a été identifié au cours de cette journée, notamment lors de l'intervention de Jean-Charles, c'est la question de la gouvernance intégrée de la qualité de l'air avec d'autres thématiques du développement territorial, l'urbanisme, les politiques énergétiques, la lutte contre le changement climatique, les transports, la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Donc là, je pense qu'on a vraiment un outil pour échanger des bonnes pratiques, inventer, expérimenter en matière de gouvernance intégrée. Voilà. Pour compléter un peu notre panorama et notre voyage dans le monde de la coopération territoriale, je donne la parole à Patricia Dibiaz. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis affectée dans le cadre du Conseil régional au pôle Europe
internationales et affaires européennes dans le cadre de la mission projet et partenariat euro-méditerranéen. En fait, c'est une nouvelle mission qui est dédiée à la coopération interinstitutionnelle, au renforcement de la coopération euro-méditerranéenne et à la participation à des réseaux méditerranéens. Voilà. Donc notre implication, elle est surtout dans le support au programme de coopération. Qui dit programme de coopération dit partage, bien entendu, il y a projet, partenariat, qualité de ces éléments, mais surtout partage d'une problématique commune que nous avons tous, ce qui permet de mettre en place des coopérations, des partenariats. Et ce programme est une coopération entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Donc, pour vous montrer, il s'inscrit aussi dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat qui a été lancé en 2007-2013. À l'instar de mon collègue Curcio, c'est un programme qui est nouveau. Donc, on a essuyé les plâtres un petit peu d'une expérimentation sur 2007-2013. Et vous avez le projet gouvernance qui en est issu. Donc, nous avons de très bons projets aussi de qualité qui sont sortis à l'issue de cette programmation. Donc, un petit aperçu du programme, les 3 appels à propositions qui ont été lancés entre 2007-2013 et puis quelques exemples de projets. Concernant donc l'objectif du projet, c'est de promouvoir ce processus de coopération nord-sud. On a un budget de 200 millions d'euros, une autorité de gestion qui est en Sardaigne, et puis surtout des principes directeurs, appropriation commune, bénéfices partagés et partenariat, bien entendu. Donc, la carte de ce programme pour cette coopération nord-sud. Nous avons donc les programmes de la Méditerranée, les pays de la Méditerranée nord, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte et ensuite Portugal. Et nous avons aussi donc l'Égypte pour le sud de la Méditerranée, la Jordanie, l'Israël, le Liban, la Palestine et la Syrie qui est sortie bien sûr, et la Tunisie et le Maroc qui n'est pas rentré dans le programme, mais qui met en place bientôt un autre programme de coopération mid-atlantique. Alors, les stratégies, la stratégie du programme qui s'est terminée là, en 2013, c'était donc 4 axes prioritaires. Donc, le développement socio-économique et renforcement des territoires et la promotion de la durabilité environnementale au niveau du bassin pour lequel gouvernance a été inscrit. La promotion des conditions de circulation personnes, marchandises et capitaux et le dialogue culturel et la gouvernance locale dans laquelle on pouvait inscrire aussi un certain nombre de projets. Donc vous voyez qu'il y a eu un effet d'air pour se mobiliser sur ce programme qui était nouveau. On a eu 599 dépôts de candidature au premier appel à projet. Pour la France, on a eu au total, on a eu 38 propositions qui ont été retenues. Et pour le deuxième appel, qui était un appel à projet stratégique, donc des projets sur des thèmes plus stratégiques, on a eu 19 projets. Et puis 1095 dossiers de candidature qui ont été déposés en 2013 pour le dernier appel. Pour la France, nous avons eu 25 projets qui ont été retenus, dont gouvernance. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, c'était concernant les thématiques de ce programme qui ont été regroupées donc, par grandes familles, ce qu'on appelle les clusters. Et dans cette grande famille, on voit bien que sur la question croissance économique et développement territorial, on a eu 26 projets. Tout ce qui a trait au patrimoine culturel et tourisme, on a eu 22 projets. Et le capital humain, investissement dans le capital humain, 9 projets. Et surtout la durabilité environnementale, on a eu 38 projets. C'est bien sur cet aspect-là que nous avons eu le plus de projets. Bon, quelques exemples de projets. Par exemple, sur l'unité thermale solaire à petite échelle pour les communautés méditerranéennes, c'est un projet qui était un projet dit stratégique, qui était vraiment sur avec qu'est-ce qu'on peut financer comme type d'opération. C'est des installations pilotes qui ont été mises en place, par exemple, à Chypre, en Égypte et Jordanie, pour fournir des énergies, des énergies à 20 000 utilisateurs finaux. Donc, c'est de l'énergie renforcée et soutien aux institutions dans la mise en place de dispositifs pour favoriser bien les énergies renouvelables. Concernant l'autre programme. Donc, 4
4,9 millions au total de budget et 90% de taux d'intervention, parce que ce programme intervient avec un effet de taux de 90%, ce qui est assez important en crédit européen, et 10% de contributions qui sont faites pour les acteurs pour se mobiliser. Donc, pour l'autre, oui, s'il vous plaît. Alors, concernant voilà, ça a été la programmation 2007-2013. Nous rentrons donc maintenant dans cette nouvelle programmation 2014-2020. Donc, nous avons eu en France vendredi dernier le lancement officiel de toute la programmation des fonds européens, que ce soit les fonds régionaux ou les programmes de coopération. Et nous avons, oui, la stratégie, donc mis en place ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Ah, elle y est, parce qu'elle n'y est pas sur le d'accord. Donc, nous avons mis en place pour le futur programme, nous sommes en train de l'écrire, ce qui n'est pas encore finalisé, parce que ce programme est beaucoup plus en retard que les programmes Interreg de coopération, comme le programme MED. Donc, pour l'instant, nous avons arrêté la stratégie avec les futures thématiques du programme. Et ce qu'on peut voir, c'est donc, vous avez 2 objectifs qui sont vraiment primordiaux dans l'architecture de ce programme. Il va y avoir toujours cet aspect développement économique et social qui est très important, et relever les défis environnementaux communs. Donc ensuite, on a fait une classification par objectif thématique, donc qui rentre dans le développement économique et social. On a le développement des affaires et des PME, le soutien à l'éducation, la recherche, au développement technologique et à l'innovation, et la promotion de l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. Ça rentrera dans notre objectif général de développement économique et social. Et pour la question des défis environnementaux, c'est la protection de l'environnement, l'adaptation eau et atténuation du changement climatique. Donc ensuite, avec des inscriptions sur des thématiques bien spécifiques comme les déchets, comme l'air, comme enfin les énergies, voilà. Donc après, c'est à nous de trouver des projets, des activités qui pourront s'inscrire dans ce type de programme. Voilà. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore finalisé les modalités d'appel à projet, le type aussi de montant de projet qui sera nécessaire pour différencier la catégorie entre stratégique et projet plus simple, standard, comme on vous a présenté. Voilà, tout ça reste encore à faire. On espère que le programme sortira pour juin 2015, qui nous laisse le temps déjà de réfléchir à monter des activités, à préparer des projets de coopération qui pourront être prêts lors du prochain appel à projet. Et à votre disposition, bien entendu, pour vous aider à voir plus clair, à préparer ces projets, à mettre en place des partenariats avec les pays qui sont membres aussi de ce programme pour trouver les bons interlocuteurs et les bons intervenants sur les problématiques que vous avez. Merci beaucoup, Patricia. Alors, merci. Moi, je voudrais préciser, concernant le programme IEV, qu'il y a effectivement, comme dans le cas du programme MED, une orientation plus générale sur les questions de gouvernance, mais il y a quand même des possibilités pour des investissements en matière d'équipement et d'infrastructure dans des proportions évidemment limitées, mais de même que dans le programme MED, ouvre la voie à des expérimentations et à certaines réalisations en nature aussi. Il y a donc, ce sont des programmes qui sont ouverts à certaines réalisations dites concrètes. J'aime pas trop non pas que le reste soit abstrait, mais en tout cas des choses un peu hard néanmoins. Étant donné qu'il s'agit évidemment de projets pilotes, d'expérimentation, il ne s'agit pas, ces programmes ne permettent pas de pallier les insuffisances des politiques nationales ou des investissements publics ou privés en la matière, mais en revanche peuvent être utilisés comme des leviers d'expérimentation. Alors, je ne sais pas si, si Hervé ou Monsieur Louis, vous souhaitiez réagir aux présentations qui ont été faites par Monsieur Cervelli et Madame Dibiase. Si ce n'est pas le cas, je vais donner la parole à Monsieur Di Maria et vous remercier beaucoup pour votre participation et votre venue. Voilà. Merci. Merci à tous. Et en fait, je tiens à clôturer cette soirée
en vous présentant nos excuses, puisque nous avons dérivé dans le temps, hein, mais ça c'est classique dans toutes les réunions de ce type, nous en avons l'habitude, et présenter mes excuses à Madame Annick Delay, hein, qui est la vice-présidente de la région, que j'ai saluée ce matin, et à qui nous avions demandé d'intervenir ce soir, et qui, avec une extrême courtoisie, a dit non, ça va rallonger beaucoup trop la soirée, et donc elle vous souhaite à tous une bonne soirée, et je le fais également, et je vous invite à regagner, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, la mairie de Marseille, hein, où l'on nous attend pour une présentation à nouveau de la fondation Mohamed VI, dans le cas particulier du programme L'air et moi, hein, qui sera déployé au Maroc. Merci à tous, et puis on a conclu avec une dernière intervention qui était quand même émanée de la région. Hein. Voilà. Merci à vous, merci à tous, hein, et puis peut-être on se verra demain, je ne sais pas, hein, et en tout cas, bonne soirée. Voilà, merci.